Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2, toujours GBT201. Aujourd'hui, on commence la turbulence. La turbulence, une brève introduction en fait. Ça va peut-être vous sembler long, mais ça ne sera pas très long, on n'ira pas très long. On va d'abord essayer de voir qu'est-ce que c'est que la turbulence. Je suis allé chercher une définition qui, moi, me satisfait. À vous de voir si ça vous satisfait. On va voir quelques phénomènes de turbulence qu'on observe dans la nature. Ça, c'est bien pour illustrer un peu. On va voir quelques outils de calcul et quelques applications. Bon, la turbulence, qu'est-ce que c'est? Dans les nombreuses définitions qu'on peut trouver, il y en a une qui vient de l'encyclopédie Encyclopedia Britannica. Peut-être une des meilleures sources, en fait, dans toutes les définitions que l'on cherche. C'est peut-être le premier endroit où fouiller. On dit type of fluid flow, gas or liquid, in which the fluid undergoes irregular fluctuations or mixing, in contrast to laminar flow. Donc, c'est vraiment différent de l'écoulement laminaire et c'est principalement ça une de ses grandes caractéristiques. Donc, en écoulement laminaire, le fluide s'écoule de façon continue. Si on plaçait, par exemple, dans un écoulement laminaire, un senseur de pression, ou de température ou de vitesse à un endroit donné, mais on verrait que ça ne bouge pas en fonction du temps. Dans un écoulement turbulent, la deuxième partie de la définition, c'est ça. La vitesse dans un point varie continuellement. Et elle varie continuellement et en plus, son orientation varie dans toutes les directions. Donc ça, c'est la définition de la turbulence. La définition de la turbulence, on peut la mettre maintenant et la contraster ou la mettre en évidence en regardant des images. Ça c'est une image assez classique de Léonard de Vinci, où on dit, il avait eu l'idée, il a eu le génie de définir ce que c'était la turbulence. Effectivement, mais ce genre de dessin-là, s'était fait depuis l'Antiquité, donc Léonard de Vinci là-dessus, il n'a pas inventé tant que ça. Il y avait des Chinois, il y avait des Phéniciens qui dessinaient ce genre de choses-là aussi. Donc ça représente un peu effectivement la turbulence. Il y a Van Gogh aussi qui a dessiné quelque chose qui représente très bien en fait. Ça ressemble à une instabilité de Kelvin-Helmholtz, une des grandes instabilités. C'est un magnifique tableau aussi. Et on voit effectivement la formation de tourbillons. Est-ce que c'était son esprit qui tourbillonnait ou c'est simplement une imagination fébrile? Ben ça reste à voir. À Kanagawa, en fait, une des 36 vues du mont Fuji, c'est une représentation absolument magnifique de la turbulence aussi. On voit des vagues et on voit les vagues qui se décomposent. Donc, on part des grandes échelles jusqu'aux petites échelles et aux toutes petites échelles. Et on voit en fait 3 bateaux aussi. Si vous remarquez bien, il y a 3 bateaux là-dessus. En plus de l'image étant absolument fabuleuse, ça représente assez bien aussi ce que c'est que la turbulence. En fait, ces 3 images-là que je viens de vous présenter, elles représentent un peu la première de ces 2 instabilités-là. C'est des instabilités fluidodynamiques qui sont responsables en grande partie de la turbulence. Les 2 ensemble représentent probablement la plus grande partie de ce qu'on voit dans la nature comme turbulence. Donc, la friction entre 2 couches de fluide ayant des vitesses différentes, donc on le comprend, ça crée de la friction entre les deux. Et la deuxième, la différence de densité entre 2 couches de fluide superposées. La première de ces deux instabilités, on appelle ça l'instabilité de Kelvin et d'Helmholtz, KH. Et on voit évidemment, on a une vitesse ici sur un fluide, on a une vitesse sur un autre fluide. À l'interface, ça a tendance à créer des instabilités. Si l'écoulement est très lent, pas de problème, ça va être laminaire. Mais aussitôt qu'il dépasse une certaine limite, il va se créer des tourbillons ici. Et ça, on le voit très bien. La superposition de 2 couches dans les couches atmosphériques. Il y a des mouvements que l'on ne voit pas à l'œil, là, parce que l'air est transparent, mais s'il y a condensation de nuages, on va les voir. Effectivement, vous voyez, c'est un nuage, une couche de nuages qui est créée par une instabilité de Kelvin-Helmholtz. On le voit ici aussi, une autre couche de nuages qui a été créée par ce genre d'instabilité-là. Donc, quand on voit des nuages qui vont avoir cette formation-là, on va tout de suite voir qu'il y a 2 couches superposées qui vont à des vitesses différentes. Dans ce cas-là, on voit que la vitesse de la couche supérieure est plus grande que la vitesse de la couche inférieure.
encore là, ici, c'est de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Et il y a un autre endroit où on voit ça, ben, sur Jupiter. Vous voyez, Jupiter, ça c'est le fameux cercle rouge, la tempête, en fait, le tourbillon dans lequel la Terre rentre plusieurs fois, là, qui est là depuis plusieurs centaines d'années. Et vous voyez le genre d'instabilité, s'il y a des couches, ouais, évidemment, ça tourne et ça ne tourne pas à la même vitesse, donc il y a des instabilités et qui créent des tourbillons. On peut appeler des rues de vortex de Von Karman. Deuxième instabilité qui crée de la turbulence, l'instabilité de Rayleigh-Taylor, c'est un fluide lourd, un fluide léger, qui sont un au-dessus de l'autre. Évidemment, c'est instable. C'est instable à partir du moment où ça devient trop lourd. Si le poids, la différence de poids n'est pas trop grande, ben, la tension de surface entre les deux fluides peut tenir le coup. Sinon, ben, ça va commencer à créer des instabilités. Cette instabilité-là, on la voit, par exemple, si vous mélangez deux liquides de densité différente. Si vous faites un drink avec des liquides de densité différente, vous pouvez le faire avec toutes sortes de choses. Vous voyez cette instabilité-là apparaître. Ça peut créer des choses assez jolies. Vous voyez le genre de système, des systèmes de lampes, là, de lampes ou de mélange de fluides de densité différente. Ah, ça c'est une belle image aussi. Hein? Une instabilité de Rayleigh-Taylor encore au-dessus d'un mont qui n'est pas le mont Fuji dans ce cas-là. Ça a l'air vraiment d'un volcan. Et vous voyez le voile que ça crée, c'est absolument magnifique. Et c'est justement créé à partir d'une instabilité de Rayleigh-Taylor. La deuxième que je vous montre ici, ça c'est une explosion d'un volcan justement qui crée un panache. Et ce panache-là, ben, il va y avoir un fluide de densité forte, un fluide de densité faible, c'est clair. Et donc, ça va créer effectivement ce genre de turbulence. Là, c'est de la turbulence. Okay? Un autre qui est aussi très très joli, ça ressemble à des petits moutons un peu, c'est un ciel ici où il va y avoir une inversion thermique, donc un fluide plus lourd sur un fluide plus léger, donc l'air plus lourd, l'air plus léger, et ça va se mélanger en fonction des différences de température. C'est assez joli ces choses-là, mais bon, ce qu'on observe dans la nature, c'est que on peut expliquer une très très grande partie des phénomènes atmosphériques à partir de ceci. Qui nous a renseigné beaucoup sur la turbulence? Ben, M. Reynolds. M. Reynolds, que l'on voit ici en photo, que l'on voit dessiner avec son fameux appareil qui avait détecté justement l'instabilité que l'on observe lorsque son nombre adimensionnel à lui, ρVD sur mu, atteint 2000. Et on le voyait bien, il a fait des expériences pour illustrer ceci. Vous vous rappelez, vous avez déjà vu ça. Donc, si c'est laminaire, il insère une teinture ici dans une conduite. La conduite est modulée à l'entrée pour pas que ça crée de turbulences artificielles à l'entrée. Donc, si le nombre de Reynolds est à 2000, vous voyez presque pas il n'y a pas de diffusion. La diffusion est seulement de la diffusion laminaire qui est très lente. Aussitôt qu'on dépasse, vous voyez, le nombre de Reynolds de 4000 où ça commence vraiment à être turbulent, là, ça brasse assez vite. Et vous voyez ici, entre 2000 et 4000, transition à la turbulence par des petits coups, c'est un écoulement qui est transitionnel. Entre 2000 et 4000, c'est difficile parce que la turbulence est très faible et elle n'est pas très très marquée. Ça nous cause des problèmes, on l'a vu ça en phénomène d'échange 1 dans le chapitre 6, chapitre 7. Si on a des nombres de Reynolds qui se situent dans cette zone-là, les facteurs de friction sont difficiles à calculer. D'accord? Donc ici, vous voyez ces instabilités-là. On peut je vous avais présenté tantôt juste ça, c'est un écoulement interne dans une conduite. On peut le faire dans un écoulement externe aussi. Ça, c'est un tuyau, par exemple, et il y a un écoulement qui arrive transversalement au tuyau. Un nombre de Reynolds de 32, derrière le tuyau, c'est assez stable. On atteint 73 et là, tranquillement, commence à y avoir des oscillations et on assiste à la formation de magnifiques rues de vortex de Von Karman. Et ça commence, vous voyez, ça commence à Reynolds 55 et Reynolds est défini comment? ρV, la vitesse d'approche, le diamètre de l'obstacle, divisé par donc c'est un Reynolds externe que l'on définit. Vous voyez, le nombre de Reynolds dans ce cas-là atteint 65 et là on commence à la former et entre 73 et 100, ici on a des très très beaux vortex qui sont formés. Vous voyez donc
comment ce genre de formation de turbulence, de création de turbulence peut se faire et ça donne lieu à quoi. Bon, maintenant, la deuxième partie de la présentation qui va arriver à la prochaine capsule, ça va être moins sympathique, ça va être un petit peu plus prosaïque. On va commencer à faire des calculs.